Merci beaucoup. Savoir, c'est pouvoir. Vous avez noté qu'il y a un point d'interrogation à la fin de cette question, parce que c'est vrai que le sujet que nous allons aborder ensemble cet après-midi aurait probablement pu être, vous serez d'accord avec moi, un sujet de dissertation, peut-être même au baccalauréat, hein, qui sait, on va peut-être leur donner des idées pour la prochaine fois. Est-ce que savoir, c'est pouvoir? Telle est la question. Et figurez-vous que nous avons 1 heure pour rendre une copie collective. Alors, si on en croit la locution latine qui est généralement attribuée à Francis Bacon, scientia potentia est, oui, le pouvoir se fonde sur la connaissance, dirait aussi un peu plus près de nous Foucault. Mais pourquoi? Et cela est-il un postulat où cette vérité peut-elle aujourd'hui être débattue à l'heure notamment de l'avènement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement par un tour de table pour savoir quelle est la définition, ce qu'est pour vous finalement ce mot de savoir. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Et je vais demander à Olivier Babot, tiens, totalement au hasard, de commencer. Quelle surprise! Bonjour à tous, merci de votre invitation. Le mot de savoir est effectivement et le sujet qui est proposé est un sujet qui est un peu vertigineux, donc on va essayer d'être à la fois simple et relativement pertinent si on le peut. Quand on fait des sciences, on distingue 3 niveaux de connaissance. Je ne fais pas un cours d'épistémologie du tout. Mais très simplement, on distingue la capacité à décrire quelque chose, la capacité à expliquer ces choses et enfin la capacité à les comprendre. On pourrait aussi utiliser une autre façon de percevoir les choses en disant, on peut avoir, et ça en entreprise, on connaît ça, on peut avoir des données, c'est-à-dire un ensemble en général peu structuré. Ces données, on peut les transformer en informations, mais c'est parce qu'on aura réussi à avoir un niveau de structuration qui est plus fort et de compréhension plus fort. Et ces informations, elles peuvent devenir vraiment du savoir, et même parfois on fait la différence entre savoir et compétence. C'est donc une différence dans le degré de profondeur, peut-être de sophistication, de compréhension des relations. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec le mot d'intelligence, interlegere. C'est ces 2 idées. C'est à la fois cueillir, c'est-à-dire distinguer certains savoirs, on va en prendre certains et pas d'autres, comme on ferait un bouquet de fleurs. Et c'est léguer, c'est-à-dire c'est lier ensemble, c'est créer des liens, cette capacité à créer des liens. Et pour terminer, alors ça fait très longtemps qu'il y a un rapport entre savoir et pouvoir. D'ailleurs, vous savez sans doute que le mot seigneur et le mot sire, ça vient de senior en latin, c'est-à-dire l'ancien. Pourquoi l'ancien a-t-il le pouvoir? Parce qu'il a l'expérience. Et cette expérience donne le pouvoir, d'où le Seigneur. Alors justement, cette expérience, ce pouvoir, ce savoir, Charlotte Campanella, est-ce qu'il se transmet toujours via les bancs de l'école, via les bancs de l'université, ce fameux bagage commun, ce fameux socle, c'est toujours le temple du savoir qui en a la charge? Alors, la définition du savoir, effectivement, ce sont les connaissances, mais encore plus aujourd'hui, c'est effectivement l'expérience et comment on associe la réalité concrète, le monde de l'entreprise aussi, aux pures connaissances, à l'information. Et aujourd'hui, le rôle évolue forcément, le rôle des institutions et l'enseignement supérieur privé est nécessairement effracté par tout ce qui arrive, l'intelligence artificielle, etc. Mais fondamentalement, la nécessité d'enseigner l'esprit critique, la nécessité de former les jeunes à cette capacité de discernement, à pouvoir avoir des compétences et des savoir-faire, c'est effectivement le rôle, c'est un processus, c'est pas du tout acquis, ça prend du temps et des rôles d'institutions effectivement académiques ont encore une place à jouer pour les étudiants, pour les entreprises, de savoir faire, d'avoir la capacité de les accompagner et aujourd'hui encore probablement plus qu'avant avec un niveau d'exigence sur ces fondamentaux d'esprit critique, d'éthique qui sont encore plus établis.
Ouais, cet esprit critique, hein, c'est vraiment important. Mais si je voulais copier Olivier Babot, je dirais que depuis la Grèce antique, et même probablement avant, on cherchait à fabriquer ces esprits éveillés. Mais du coup, Pierre Louette, est-ce que ce savoir, on va toujours le chercher uniquement dans les livres ou comment on fait? Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans cette définition? Non, merci. Quand vous parlez d'esprit éveillé, vous vous adressez à moi. Enfin, j'ai ça plutôt comme un compliment, une invitation à essayer de dire 2-3 trucs pas complètement décalés. Merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu rester au cœur de l'après-midi chaude pour réfléchir à ce pensum quand même. En fait, savoir, pouvoir, avec des points d'interrogation partout, aucune réponse précise pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Donc moi, quand je réfléchissais au sujet, je me disais qu'il y avait vraiment là 2 notions qui sont toutes les 2 bourrées d'incertitudes. Et ça, c'est quand même assez nouveau. En fait, on est passé en 300 ans, à peu près un peu moins, d'une situation dans laquelle il y avait une assez grande confiscation des savoirs, très peu répandus, très peu partagés, et une corrélation très forte entre savoir et pouvoir. On avait du savoir, on était proche du pouvoir, ou alors on avait du pouvoir, on était un prince, et là on avait du savoir, les meilleurs enseignants, les meilleurs précepteurs. Et on est passé de cette situation-là, qui était une situation qui dictait également une verticalité très grande. Vous avez du savoir, vous avez du pouvoir, ce pouvoir est vertical, ce savoir est vertical, à une situation dans laquelle on est dans une immense horizontalité. Et donc les 2 notions aujourd'hui pour moi sont très disputées, contestées, elles sont pleines d'incertitudes. On parlait tout à l'heure, j'entendais dans la table ronde précédente, des contre-pouvoirs. On pourrait presque aujourd'hui évoquer des contre-savoirs. C'est pas intuitif. Qu'est-ce que c'est qu'un contre-savoir? Mais quand Madame Kellyanne Conway dit auprès de Donald Trump, il y a des faits alternatifs, on arrive dans cette zone dans laquelle il y a des gens qui imaginent une espèce de réalité alternative dans laquelle il n'y a pas eu de défaite, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ci, et on invente la suite. Et cette façon d'inventer la suite, elle trouve un terreau de propagation extrêmement favorable dans l'horizontalité, pour moi, des réseaux sociaux, qui ont 1000 vertus, par ailleurs, et qui permettent d'être, dans le cas de Meta, une sorte d'agora du monde. Plus de 2,5 milliards de personnes peuvent y contribuer, y participer, éventuellement y apprendre des choses, mais qui ont cet immense défaut aussi d'être ce terreau de la propagation horizontale, avec cette notion que je dis ça, je suis un expert éventuellement, j'ai tous les diplômes, les PhD et les diplômes qui conviennent pour en principe donner un statut d'expert, et à côté, à un clic de moi, quelqu'un dit le contraire et dit mais je suis tout à fait compétent, cohérent, et je peux avoir ma cohorte de gens qui vont me suivre. Et donc cette capacité-là de l'horizontalité, je trouve qu'elle a mis en cause à la fois la notion de savoir et celle de pouvoir. Vous êtes d'accord avec cette définition, Gaspard? Je vous voyais opiner du chef pendant que Pierre Louette expliquait effectivement comment il prenait le sujet à bras-le-corps. J'ai le sentiment, en effet, que je rejoins absolument le constat qui est fait sur l'horizontalité aujourd'hui de la manière de diffuser le savoir, de diffuser l'information de manière plus large. Je suis raccord aussi avec les nombreux défis. Les défis aujourd'hui du savoir horizontal et de l'information horizontale, à savoir chacun peut presque devenir média ou passeur de savoir, là où hier il y avait vraiment ce respect de l'universitaire, du professeur, du journaliste qui venait passer l'information et le savoir. Aujourd'hui, ça a permis aussi un certain nombre de choses, peut-être une meilleure représentation de ce que sont les Français dans le monde des médias et des nouveaux médias, dans le monde des passeurs aussi. Et il y a en effet un certain nombre de défis, peut-être celui de la régulation, que ce soit à travers les plateformes qui sont aujourd'hui les premiers diffuseurs de ces nouveaux savoirs et ces nouvelles informations. On en parle assez régulièrement avec le X de Musk, plus récemment avec l'arrestation du dirigeant de Telegram. On ne peut plus d'actualité. Et à la fois, peut-être une responsabilité, et c'est là où je viens vous chercher, cher Pierre, c'est la responsabilité de peut-être des groupes médias, des groupes universitaires, de la grande école, aussi de venir accompagner ces changements-là pour pouvoir faire en sorte que cette nouvelle manière de consommer l'information, cette nouvelle manière de transmettre le savoir, soit aussi parrainée par des organes, des organismes qui ont fait foi pendant très longtemps. Oui, il faut apprendre à se nourrir autrement et avec son temps, en quelque sorte. Entre autres. Entre autres. Pierre, je crois qu'il est venu vous chercher. Il est venu me chercher, oui, donc j'étais pas loin. Non, mais moi je suis... Alors, on va pas ouvrir tous les tiroirs tout de suite, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, et notamment
dans une dimension dans laquelle on va probablement tous se rejoindre, qui est celle de l'éducation aux médias et de l'éducation au réseau. En fait, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un endroit où on passe 3, 4, 5 heures, 6 heures, ça dépend, par jour, sans qu'il y ait à l'école, au collège, au lycée ou à la fac c'est un peu différent, mais 1 heure ou 2 d'enseignement à la façon... Alors, les mamans le font, Raphaël le mentionnait avec son propre fils, mais il faut expliquer que si tu regardes ceci dans tel ou tel réseau, on te proposera plus du même contenu. More of the same, plus, mais peut-être plus dur aussi, plus pointu. Et donc, tu vas aller peu à peu dans un tunnel cognitif dans lequel on t'enfermera. C'est la mécanique algorithmique des réseaux qui le veut. Ça a été conçu comme ça. Ça a été conçu comme un outil de délivrance de dopamine. Tu regardes ça, d'autres le regardent, on te donne un like, on te donne une appréciation. Tu as un shoot narcissique, on te dit c'est bien, il y a d'autres comme toi, donc vous n'êtes pas seul et c'est formidable. Et peu à peu, tu es avec tous ceux qui sont juste comme toi et tu n'es pas avec ceux qui sont les autres. Autrui, c'est un objet d'intérêt quand même. Il est différent, il pense différemment. Débattre, ça veut dire arrêter de se battre, ça veut dire discuter, on arrête de se battre et on passe à un échange de vues et d'opinions. Et donc tout ça, ça doit être à un moment ou à un autre partagé par les enseignants avec ceux qu'ils ont profession de former, en disant exerce ton jugement critique, exerce si ta capacité à sortir de ce tunnel, aller voir ailleurs. Et je suis pleinement d'accord pour dire aussi que les médias plus classiques, mais qui sont très numériques, hein, maintenant on est tous complètement dans le numérique, doivent contribuer à leur façon. Ils accueillent des chroniques fort intéressantes d'éminents professeurs régulièrement dans les Échos, par exemple, sur ces thèmes-là. Tu t'es reconnu, ça je vois. Mais en tout cas, d'autres professeurs aussi, mais enfin, notamment toi. Et donc ça doit contribuer à faire que ce débat soit enrichi. Alors, débattre, c'est effectivement discuter. Et moi, je voudrais donner la parole, et j'ai sciemment gardé Paola pour la fin, parce que vous avez déjà, Paola, répondu à la question dans un livre. Vous dites, peut-être de manière un peu officielle, un peu péremptoire, que savoir n'est plus pouvoir. Pourquoi ? Alors bon, c'est le titre du livre et effectivement ça reprend une phrase de Rabelais qui disait le savoir et le pouvoir dans Gargantua, où il se moquait en fait justement des nobles qui étalaient le savoir un peu comme on étale la culture. Et donc voilà. Et c'est intéressant justement parce qu'on va peut-être distinguer pour moi 2 types de savoir et qui va rebondir sur ce que vous disiez. Le savoir au sens accumulation de connaissances. Et là, effectivement, aujourd'hui, il est remis en question, puisque l'accumulation de connaissances peut être remplacée par l'intelligence artificielle, parce que c'est ça dont on parle. Et puis de l'autre côté, le savoir au sens, et Charles l'a cité, au sens esprit critique. Et je pense qu'effectivement, il faut distinguer les deux. Et je pense qu'effectivement, alors si on ne va pas dans tous les sens, et justement on se focus sur l'éducation et la formation, je dirais, et je dirais même en entreprise, puisqu'on est ici pour l'entreprise aussi, c'est effectivement la capacité d'apprendre à apprendre, donc développer l'esprit critique, développer le libre arbitre, être capable de filtrer justement les informations. Et comme tu disais très, très justement, on a masse d'informations et il faut effectivement éduquer à filtrer les informations, à développer son esprit critique, son libre arbitre et sa curiosité. C'est un peu le sujet. Je reviendrai juste sur un petit point historique. C'est l'intelligence artificielle. C'est la 2e fois que finalement les sachants sont remises en question. Puisque depuis Gutenberg, l'imprimerie qui a permis justement, et Pierre le disait, de diffuser le savoir, de démocratiser le savoir, l'intelligence artificielle démocratise encore plus le savoir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de graphiste pour devenir graphiste. Il y a mi-journée. Et demain, ce sera dans des dizaines de secteurs. C'est là la question qu'il faut se poser, je pense. C'est comme ça que j'interprète le savoir. Est-ce que le risque, alors je la pose comme ça, mais chacun pourra répondre de la manière dont il a envie de répondre. Est-ce que le risque, si on ne prend plus la peine finalement de nourrir les générations qui arrivent, hein, vous parliez de mon fils, mais voilà, à 13 ans, c'est important de savoir ce qu'on leur apprend, justement. Nourrir ces générations d'un savoir élémentaire, est-ce qu'on risque pas, Pierre, Olivier, d'autres, Charlotte, de fabriquer finalement des générations d'ignorants? J'ai envie de répondre à cette question. Comme l'a bien dit Pierre, en quelques années, on est passé d'une forme de rareté du savoir, de l'information et du savoir, à une forme d'abondance. On est passé aussi d'une verticalité radicale à une horizontalité. Mais ce faisant, si je veux être un peu critique, je dirais que on a parfois créé malheureusement des illusions de savoir, du faux savoir. Il n'y a rien qui m'énerve plus quand je suis en cours
Quand je cite de mémoire un livre en disant oui, il a écrit ça en 78, il y a toujours un étudiant avec Internet pour dire « Ah non, je suis sur Wikipédia et moi je vois que c'est 76 en février ». Et il pense que parce qu'il a accès au savoir tout de suite, en fait, il a le même niveau de savoir. Mais il y a eu tout récemment un exemple assez rigolo, pas rigolo parce que ça se passe au moment de l'enterrement d'Alain Delon. Un média, je ne sais pas si c'était un stagiaire qui était aux commandes, il a expliqué que Jean-Paul Belmondo était arrivé en moto pour assister à l'enterrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a utilisé ChatGPT et c'est une hallucination de ChatGPT? C'est possible. Mais vous voyez, il a pensé que grâce à la machine, il allait pouvoir facilement arriver à faire un texte. Il ne s'est pas rendu compte qu'il lui manquait quand même quelques éléments de connaissance, de contexte, qui faisaient que finalement la fin a été un petit peu dommageable. On ne se rend pas compte combien, depuis 25 ans, aujourd'hui Internet a été une incroyable déception du point de vue de la démocratie et du savoir. On attendait le consensus extraordinaire et c'est en fait le dissensus le plus terrible, on est en train de le vivre. On attendait que les savoirs soient parfaitement diffusés et mieux que jamais, et donc qu'ils ne soient plus source de pouvoir. Et en réalité, ça a été l'épiphanie des imbéciles. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, 9 personnes sur 100, quasiment 1 sur 10, croient que la Terre est plate. Si vous prenez les jeunes, c'est 1 sur 6 qui disent que la Terre est plate. Il n'y a jamais eu autant d'erreurs que depuis que tout le savoir est à un clic de distance. Comment on fait alors, Charlotte? On conforte les chercheurs, on conforte les universitaires, on leur apprend à apprendre autrement pour pouvoir être en relation avec ces nouvelles générations? Alors, de toute évidence, il y a une mutation qui est nécessaire et le rôle des institutions, c'est effectivement que les enseignants, c'est une mise en abîme, c'est qu'on doit nous-mêmes former nos enseignants et c'est un processus qui est en cours et on n'a pas toutes les réponses. Et l'ADN de Galéo est un modèle qui conserve les animas de nos écoles et de la même manière, chaque intervenant va on crée les conditions, on est nous-mêmes facilitateurs pour sensibiliser et pour former. Mais il y a eu une fracture du numérique et de toute façon, on doit nous former nos enseignants et les chercheurs. Mais il y a un point aussi, c'est que là, on voit que quand on parle beaucoup de connaissances, de savoir assez académiques. Et c'est très français. On a des universités qui sont classées dans le ranking de Shanghai. On a des très grandes écoles que le monde entier nous envie, ce mélange de pragmatisme et d'académisme. Mais on a un enjeu aussi, et notamment pour les entreprises, qui est celui de la compétence, des savoir-faire, et c'est d'ailleurs l'ADN de Galiléo, de pouvoir redonner à la voie professionnelle une forme d'excellence. C'est quand même assez. En France, on a ce gap entre effectivement l'académisme et les savoir-faire. Et je pense que nous-mêmes là dans le débat, on voit qu'on est très orienté sur le savoir un peu académique, un peu théorique. Et la réalité, c'est que notre mission, au-delà des enseignants, chercheurs qui vont pouvoir eux-mêmes se former et former les jeunes à pouvoir impacter le monde, parce que dans le pouvoir, c'est leur capacité d'agir qu'on veut développer. On a aussi une vraie mission, en tout cas dans l'enseignement supérieur, qui est de recréer cette filière d'excellence dans la voie professionnelle et dans les savoir-faire qui sont beaucoup plus tangibles. Gaspard, c'est pour ces raisons-là, finalement, que les jeunes générations se détournent un peu de ce qui peut être traditionnel. On va chercher d'autres personnes pour nourrir l'intellect. On essaye d'avoir, parce qu'on pense que les élites sont peut-être déconnectées des réalités, on va chercher ailleurs, on va chercher autrement. On va chercher peut-être quelque chose qui nous ressemble, oui, quelque chose auquel on s'identifie, et puis surtout quelque chose qui est là, qui est disponible sur nos feeds. Moi, c'est en ça que j'essaye d'agir, parce que je suis d'accord avec le constat. Si je me tourne rapidement vers les solutions, de mon côté, ce que j'essaye de faire, c'est d'incarner une nouvelle forme d'information
de néo-journalisme sur les plateformes, de le faire avec des journalistes, de le faire avec d'avoir créé aussi cette agence il y a 3 ans qui s'appelle Intello. Le nom peut faire sourire, mais on représente aujourd'hui une vingtaine de créateurs de contenu qui sont des créateurs de contenu de vulgarisation et pas que. Récemment, il y a Claire Chazal qui nous a rejoint sur tous les contenus numériques qu'elle produit sur Internet. Le but, c'est aussi de pouvoir créer, parce qu'en fait, c'est intergénérationnel. On parle d'une génération depuis le début, sous-entendu la mienne ou mes petits frères, nos petites sœurs, votre fils, ou vos enfants peut-être dans la salle. Sûrement. Sauf que, en fait, aujourd'hui, moi, mes parents sont sur les réseaux sociaux, ils ont une 50aine d'années. Il y a les jeunes ont quelque part invité, il y a une fracture d'usage, leurs parents, leurs grands-parents, dans leur nouvelle manière de consommer l'information et le savoir. Et donc, peut-être si une seconde sur les solutions. La première, c'est de savoir aussi labelliser les contenus, labelliser les paroles, savoir ce qui fait foi et ce qui ne fait plus foi. C'est l'inverse peut-être, du coup, c'est une forme de régulation, c'est l'inverse peut-être du tout libéral et tout libertaire que nous propose Elon Musk sur Twitter, c'est de savoir redire tel média est une information officielle et un tel est une fake news, et puis aussi d'accompagner, parce que le constat est là, il y a une rupture d'information, on ne pourra pas revenir en arrière, ou alors ça va nous demander 20, 30, 50 ans d'efforts, et je vois difficilement comment on pourrait faire. Alors c'est de faire avec, d'accompagner, de financer ces nouvelles formes de savoir, ces nouveaux transmetteurs et ces nouveaux passeurs d'informations. Je vois Pierre qui a envie de réagir, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup transformé les choses, y compris sur les personnes qui transmettent ce savoir. On a changé finalement les sachants. Malgré tout, quand on est confronté, et vous l'avez été, à des crises comme le Covid, à la question du réchauffement climatique, on voit qu'il y a quand même des fondamentaux qu'il faut conserver, et que c'est là que le savoir académique, entre guillemets, est important. D'abord, moi, je rebondirais sur le propos qui était tenu à l'instant. C'est vrai qu'on ne va pas revenir en arrière. There is no turning back. C'est là, ça fait partie de nos vies. Et c'est quand même plutôt quelque chose qui a fait progresser les échanges, la propagation de savoirs dans lesquels il y a des faux savoirs. Enfin, okay, mais c'est quand même plutôt... Et il faut être, de ce point de vue-là, moderne. Ça fait partie de nos vies et c'est impossible... Alors, il faut le réguler. Tu l'as mentionné, ce mot tout à l'heure. La régulation, c'est important. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des endroits ou des activités économiques extraordinairement régulées et d'autres qui sont des activités intellectuelles de formation des opinions qui le soient aussi peu. Donc, on sait bien qu'on a une difficulté, pendant longtemps, on a eu une difficulté à attraper, en fait, à géolocaliser cette régulation. L'Europe a beaucoup travaillé en ce sens-là. On a quand même eu 4 ou 5 règlements européens en 5 ans, donc DSA, DMA, European Freedom Act, il y en a toute une série qui arrive. Bon. Donc ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la façon dont on vit avec ces lieux de propagation et ces lieux d'information aussi. Mais je pense que moi, ce que je voulais dire à ce stade-là, c'est que ça a une conséquence, Olivier l'a mentionné tout à l'heure au passage, ça a une conséquence sur la façon dont on vit en démocratie ou dont on fait démocratie. Et ça, je pense qu'on n'en a pas encore complètement... on est en train, en réalité, d'apprendre à vivre avec ça. Alors, on a eu la phase extrême des fake news ou des gens qui essaient d'inventer une histoire alternative. Bon, j'espère qu'on va pas s'arrêter là. On sait qu'on est victime d'attaques cyber, on sait qu'on est victime de désinformation de toutes les façons. On sait aussi qu'on doit lutter contre ça. Mais je crois qu'il faut absolument travailler, plus encore qu'il ne s'est été fait, dans les entreprises un peu. Les entreprises le font déjà pas mal à travers les politiques de communication interne, à travers le rôle d'un LinkedIn, qui est vraiment, en fait, l'énorme marché de l'emploi français. 30 millions de Français sur LinkedIn. Donc, on a l'impression que toute la population active est sur LinkedIn. Et il faut travailler dans le domaine de la démocratie, de la formation des opinions, des élections et des gouvernements, peut-être, autour de ces congrégations d'opinions qui existent dans l'ensemble des réseaux, les mobiliser et, au fond, trouver des motifs de mobilisation générale plutôt que des motifs de dissensus. Trouver un endroit où on se rassemble plutôt que des endroits où on se divise. Il y a quelques thèmes comme ça. D'ailleurs, on le voit bien dans les grandes échéances, quand il est question à nouveau de rejeter l'extrême ou pas, il semble quand même que la réaction reste saine et reste positive et il y ait des capacités à empêcher qu'on bascule dans un extrémisme qu'on ne souhaite pas, je pense, la plupart d'entre nous, en tout cas. Et ça,
cette utilisation des réseaux, elle est encore balbutiante du point de vue de la politique. Bien sûr qu'il y a des opérations de géolocalisation, d'identification des lecteurs. Bon, ça, c'est ce que les bases de données, justement, et le big data peut permettre de faire beaucoup plus facilement qu'auparavant. Mais comment on instille, on distille des opinions, comment on reconstruit une volonté de faire société ensemble dans un monde dans lequel la fragmentation est autorisée et même favorisée par les réseaux. Il y a vraiment cette espèce de bataille entre la fragmentation qui est spontanée, la sissiparité, en fait, chaque cellule se divise en deux et on va à l'infini comme ça dans la prise en compte des différences et comment dans cette prise en compte qui parfois va jusqu'à la passion pour la différence, la passion pour le marginal, ça fait vraiment partie de nos sociétés aussi, comment à partir de ça, on sait aussi à un endroit reconstruire du consensus. Ça, je trouve que c'est un sujet qui nous rassemble, les plus jeunes, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents. Paola, la difficulté, c'est aussi peut-être parfois de transposer finalement dans la vie réelle, pour rebondir sur les savoirs académiques dont on parlait tout à l'heure, de les transposer par exemple à la vie de l'entreprise. On a critiqué souvent, y compris dans le monde de l'entreprise, ces savoirs un peu trop théoriques. Et parfois on s'aperçoit aussi qu'ils arrivent trop tôt, qu'ils peuvent être en contradiction avec les intérêts économiques. Comment on fait avec ce package ? Alors, la vie de l'entreprise, effectivement, c'est la vie du pragmatisme et du rationnel. Donc, effectivement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout de suite toucher au savoir-faire, très, très vite. Et en fait, je pense que moi, derrière savoir, je ne mets pas forcément qu'information, je mets surtout savoir-faire. Et quand je dis accumulation de connaissances, c'est pour les mettre en application. Et effectivement, l'entreprise, c'est un double message. C'est à la fois comment en entreprise, on s'organise à former en continu. Et je pense que ça pose tout de suite la question de la formation continue, puisque maintenant, le savoir acquis un jour sera périmé très rapidement. En moyenne, on dit que les compétences en 2030, si on parle de compétences, seront périmées en moyenne, c'est un grand sujet, en 6 mois. Donc ça veut dire qu'on est tous finalement au registre d'apprendre en permanence. Et donc je pense que la question des entreprises, c'est comment on fait pour former en continu nos salariés, comment on fait pour les former à des nouveaux métiers et des métiers qui n'existent pas. Et donc, comment on se sert, en fait, de l'IA comme un accélérateur. Ce sera périmé parce que l'intelligence artificielle est là ? Parce que effectivement, alors on appelle ça IA. Alors maintenant, on appelle tout IA. Donc voilà. Non, mais parce que c'est la technologie qui alimentons l'intelligence artificielle, non ? Alors parce que surtout, les technologies vont tellement vite que je sais pas, ChatGPT il y a 3 ans. Je ne pense pas que tout le monde l'avait entre les mains. Là, on commence à le diffuser. Et dans 2 ans, ce sera peut-être un autre et on ne sait pas. Et encore, voilà. Donc, effectivement, les applications, qu'elles soient forgées par du deep learning, donc de l'alimentation, ou parce qu'elles sont mises en œuvre, elles vont permettre d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que nous, les entreprises, moi maintenant, ce que je demande, par exemple, dans mon entreprise à ma DRH, la première qualité que je recherche, c'est la curiosité. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est curieux aura envie d'apprendre et s'adaptera beaucoup plus au fil du temps. Et en même temps, c'est un message très positif pour l'emploi des seniors, puisque comme on est tous mis à l'enseigne on doit apprendre en permanence et que les compétences se périment, ça veut dire qu'ils peuvent d'autant plus vite apprendre un nouveau métier aussi. Donc il y a un double message sur les entreprises par rapport à ça. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, Olivier, comment on fait si on veut finalement... déléguer une partie des savoirs à la machine, mais conserver les fondamentaux. Est-ce qu'il y a une technique pour ça ? C'est la question vertigineuse qu'on se pose, a fortiori quand on est un enseignant et quand on est un parent. Si les compétences se périment en quelques mois, quelle est la métacompétence nécessaire à l'acquisition des compétences ? C'est effectivement la curiosité. Cette phrase de Montaigne, qui est pas, elle est souvent citée, mais en fait, elle ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est son idée dans les essais. Il dit « Éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. » Bien avant Johnny n'allumait le feu. Eh ben, cette idée, c'est que la meilleure chose que vous pouvez implanter dans le cerveau de vos enfants et peut-être aussi de vos collaborateurs, c'est la volonté d'apprendre. La culture générale, c'est pas un stock, c'est un flux. C'est parce qu'il y a un flux qu'il reste quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est exactement ce dont on a besoin en entreprise. Et toute la difficulté de créer cette curiosité, et une curiosité critique, puisqu'en même temps, on a ce problème toujours. Et on l'a soulevé. Comment ? En fait, il faut remettre de la hiérarchie, remettre de la verticalité dans un monde qui se rêve totalement horizontal. À un moment donné, qu'est-ce qui va faire que tel youtubeur va lui faire plus confiance
qu'à un autre? Parce qu'au bout d'un moment, on dit, tiens, il a beaucoup de followers, mais pendant un moment, on a cru que ça allait être formidable, le pouvoir de la foule allait régler ce grand problème. C'est-à-dire, il allait régler la quadrature du cercle, de faire rentrer de la verticalité de l'horizontalité. Le pouvoir de la foule allait nous dire qui était le meilleur. En fait, pas du tout. Ça ne marche pas. La foule dit parfois, d'ailleurs, il y avait pardon, vers mon universitaire, mais il y avait une locution latine, argumentum pessimi turba est. La preuve du pire, c'est la foule. Vous voyez bien que ça fait 2500 ans qu'on sait tout sur tout, en fait, et qu'on a tout compris. Et regardez, les Wikipédia, et en particulier ma page, est écrite par mes ennemis. Et en fait, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que la Wikipédia, formidable, la foule va pouvoir écrire, ça va être la vérité. Non, c'est pas vrai. Et en fait, savoir c'est pouvoir, non. Celui qui a le pouvoir, c'est aujourd'hui celui qui manipule le savoir. Vous êtes d'accord avec ça, Charlotte? Je crois que celui qui a le savoir, c'est à nouveau c'est ce besoin de revenir à des fondamentaux, cet esprit. On a parlé là de l'esprit critique, de la curiosité, de ce qui est inhérent, enfin cette méta-compétence qui permet d'évoluer. Et je crois qu'un des enjeux aussi, c'est de savoir innover et accompagner les mutations professionnelles. Et en tant que dans l'enseignement supérieur privé, bien entendu, on a cet enjeu de développer la créativité, de développer la curiosité, de repenser l'éducation. Et au-delà de l'intelligence artificielle, qui est une chose qui vient complètement nous heurter et qu'on embrasse par ailleurs, il y a aussi le fait de décloisonner. On doit décloisonner les géographies, on doit décloisonner les savoirs, on doit décloisonner les modalités. Et l'hybridation, qui est assez chère au cœur de Galiléo, est pour nous une vraie réponse à beaucoup d'enjeux justement pour développer cette forme de métacompétence, parce qu'on décilote, on ouvre beaucoup de portes pour des jeunes qui aujourd'hui dans le système français sont je choisis dès que j'ai 18 ans ou avant une filière et je peux plus en sortir. Donc on change la méthode, on change la manière de transmettre. On change la manière de transmettre et on ouvre des possibilités. On a des cursus entre l'EM Lyon et le cours Florent où effectivement des étudiants qui vont être dans une école de management vont comprendre que leur corps est un outil d'expression positive. Et ça, c'est des éléments qui sont pas forcément aujourd'hui, on va dire, innés ou en tout cas établis dans les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est un des enjeux et c'est ce qui permet aussi d'avoir cette innovation nécessaire pour les entreprises et pour accompagner les évolutions qui vont arriver. Oui, des évolutions, des changements de modèle aussi, Paola, c'est ce que vous vivez d'ailleurs dans votre entreprise. On parlait d'intelligence artificielle, elle est déjà là. Vous me disiez que ça va faire bouger beaucoup de secteurs, mais que le vôtre est déjà impacté. Oui, alors effectivement, le savoir, c'est aussi accepter que son savoir ne sert plus. Donc effectivement, c'est repenser son business model d'entreprise. Nous sommes des centres d'appel chez Wisecom, on est implanté en France avec ce positionnement et l'idée c'était de prouver qu'on pouvait être compétitif en se relocalisant en France. Et en fait toute la question c'est de se dire, là on sait que les centres d'appel font partie des 10 métiers les plus touchés par l'intelligence artificielle, notamment Goldman Sachs a sorti un certain nombre de rapports qui ont fait d'évaluer un certain nombre d'actions. Et pour autant en fait pour nous l'enjeu c'est comment en fait penser le modèle autrement en embrassant l'intelligence artificielle et justement en ne voulant pas la repousser, ce qu'on peut faire aussi spontanément, se dire on verra plus tard. Et c'est comment on l'intègre dans notre business model. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, il y a maintenant 5 ans, un lab innovation où on source des technologies, on ne les produit pas. On en a sourcé plus de 250. C'est des technologies, on va dire, d'intelligence artificielle au sens large. On les teste, on les référence et on les propose à nos clients. Et finalement, on leur dit qu'on va réduire les volumes de mails, les volumes d'appels, en mettant une partie en intelligence artificielle et on va monter en gamme nos équipes, nos salariés, puisqu'ils vont se concentrer là où ils ont une vraie valeur ajoutée. Et je pense que c'est quand même un fabuleux message, puisque derrière, alors il y a un message qui est de dire soyons résilients comme on l'est souvent en tant qu'entreprise et chef d'entreprise et acceptons de transformer nos modèles et de le faire pas trop tard parce que ça risque d'être très dangereux. Mais de l'autre côté,
eh bien, c'est aussi peut-être un message pour dire comment on relocalise en France, parce que nous, on est des centres d'appel, on est beaucoup délocalisés en offshore, mais finalement, est-ce que l'IA peut pas venir concurrencer le offshore et concentrer, je dirais, j'aime bien rappeler donc la substantifique moelle sur la France, voilà. C'est valable pour le business de Paola, ça l'est dans tous les secteurs d'activité finalement, y compris la presse, Pierre, j'imagine. En fait, moi, je me disais que on a dans ce débat déjà peut-être établi que bon, on n'allait pas revenir en arrière. C'était pas mieux avant, en fait. Ce côté, c'était mieux avant. Non, c'était pas forcément mieux avant. Deuxième chose, moi, ce qui me donne beaucoup d'optimisme, en fait, et j'entendais Paola, et pour la suite, c'est que il y a bien des choses que l'accumulation des datas, je crois qu'il s'est créé ou accumulé plus de data dans les 3 dernières années que dans les 3000 ans auparavant, en fait, en termes de volume. Et alors même, d'ailleurs, que les outils d'IA, aujourd'hui, cherchent à créer de la data artificielle pour s'entraîner. Ils n'ont pas encore assez de volume de data pour s'entraîner. Donc, on voit bien qu'on est dans des phénomènes d'une massification considérable. Face à ça, moi, là où l'optimisme reste très vif pour moi, c'est que je le vois dans le domaine du journalisme, par exemple, il y a des choses que seules les femmes et les hommes qui sont journalistes sauront faire. Et par exemple, une intelligence artificielle qu'on aurait interrogée sur notre thème là, à l'instant nous donnerait le meilleur état de la connaissance possible avant que nous ayons fait ces déclarations brillantes qui ont quand même été l'apanage de cette réunion. Et donc, elle n'intégrerait que le passé. C'est Hugues de Journel, jadis, qui disait « La prospective, c'est un futur mort ». Parce qu'on travaille sur tout ce qui est passé et on essaie d'imaginer la suite. Le journalisme, c'est un futur vivant. On interroge, Patrick Martin nous donne une info, elle est publiée, elle n'était pas là hier dans l'ensemble des outils de stockage de l'information, elle est ajoutée, elle ajoute du réel au réel, elle ajoute du vivant au vivant, elle ajoute de l'intelligence à l'intelligence, elle ajoute quelque chose. Ça, plus l'intuition, la capacité à dire, c'est pas parce que tout s'est passé comme ça auparavant que la suite est écrite, mais moi je vais inventer une autre suite. Ça reste l'apanage aussi des humains. Et donc, encore une fois, dans toutes les entreprises dans lesquelles on est, les entreprises de médias, de call center, de formation, d'enseignement, on doit en permanence stimuler ça. Essayer de faire en sorte que nos esprits concourent, au fond, de façon vaine avec la surpuissance de la machine, c'est pas la peine. Essayer que nos esprits se concentrent à être des exhausteurs d'intelligence, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui est la différence de l'intelligence humaine par rapport à la forme d'intelligence mécanique, ça c'est vraiment très, très fécond. Et je pense que c'est fécond aussi dans les entreprises dans lesquelles on doit de plus en plus en permanence mobiliser les intelligences de l'entreprise, le management violent, le management dictatorial, le management par la terreur, c'est vraiment ringard, c'est vraiment passé, c'est contre-productif, et ça n'est pas du tout adapté justement à un monde dans lequel on peut tout de suite d'abord le faire savoir, comparer, concurrencer et surtout perdre des talents qui, eux, ne s'exprimeront que dans la recherche de la différence, mise au service du collectif. C'était le patron de la CFE-CGC qui disait tout à l'heure c'est important d'appliquer les directives qui sont celles de la direction des entreprises. Il faut qu'il y ait une stratégie, une tactique et que ça soit exécuté, mais avec de l'intelligence et de la créativité. Gaspard, sur cette question effectivement de tous ces secteurs qui sont impactés par les changements, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je vais essayer de parler du mien parce que je serais bien capable de parler des autres, mais celui du monde des réseaux sociaux, des nouveaux médias, il y a de plus en plus de fédérations, de mouvements qui se mettent en place. Je vais parler d'une fédération que je connais bien qui s'appelle l'UMIC, qui est peut-être inconnu de certains ici et pourtant qui gagne à être connu, qui est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui est une initiative qui a été montée par plein d'agents, de créateurs de contenu, de Squeezie, de grosses agences que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui commencent progressivement à devenir des acteurs fondamentaux de cette nouvelle économie créative en France. Et cette union, cette fédération, son but, c'est de pouvoir promouvoir les bonnes actions, la bonne manière de faire de l'influence, de faire de la création de contenu, de faire du savoir en ligne et sur les feeds, et aussi de pouvoir accompagner les gouvernements, que ce soit à l'échelle française ou même européen, de pouvoir une colonne vertébrale, de faire en sorte qu'on régule en comprenant véritablement la nécessité et la réalité du marché. Parce qu'en fait,
par exemple, un commissaire européen n'a pas forcément même lui-même l'usage des réseaux sociaux ou ne va pas avoir le même rapport à l'information que va avoir un citoyen de 20 ans. Et donc, l'ambition, c'est de pouvoir accompagner ces pouvoirs publics-là. Évidemment, réguler, ça prend du temps. Et bien réguler, ça prend du temps. Et quelque part, le paradoxe, c'est que là où le travail législatif peut prendre plusieurs années, un changement algorithmique peut prendre quelques secondes dans la Silicon Valley. Et c'est tout l'enjeu, c'est savoir être bon et rapidement. Savoir être bon et rapidement. Olivier, le partage de la connaissance, moi je voudrais parce que je vois le temps passer, il nous reste 15 minutes, hein. C'est vrai que c'est un véritable sujet de dissertation, on pourrait y passer des heures encore, mais je voudrais vous interroger, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même deux écoles qui s'opposent, ceux qui considèrent que partager, c'est perdre le pouvoir, et ceux qui, à contrario, estiment plutôt que quand on partage la connaissance, on vient accroître comme ça à la fois ses pouvoirs, mais aussi sa performance et peut-être la performance en entreprise. De quel côté vous situez-vous ? C'est un thème très intéressant en entreprise. Ça fait très longtemps que les sociologues de l'entreprise ont montré, alors notamment le regretté Michel Crozier, que le pouvoir venait de la possession du savoir et de sa possession exclusive. Si je suis le seul à savoir faire marcher la photocopieuse dans des fonctions complexes, j'ai un sacré pouvoir. Et je peux l'utiliser et on peut étendre ça à plein de choses. Évidemment, ça semble dire que vous avez intérêt à le garder. Depuis Internet, on a découvert des formes de vertu au partage. Par exemple, les entreprises, d'ailleurs, peuvent avoir intérêt à partager des informations, créer des standards dont elles vont elles aussi bénéficier. Mais quand vous partagez, c'est parce que vous-même, vous avez quand même certains... Alors, c'est plus peut-être des savoirs, c'est plutôt des compétences que vous avez. Par exemple, vous avez le réseau, et ça, le réseau, vous n'allez pas pouvoir le partager. En revanche, vous allez pouvoir avoir intérêt à partager certaines informations qui, elles, vont pouvoir vous permettre de développer ce réseau. Effectivement, cette chose-là a vraiment évolué. C'est-à-dire que, en fait, le désordre informationnel a créé un nouveau régime de partage de l'information et de valeur. Ce qui a de la valeur n'est plus la même chose. Et donc de partage du pouvoir aussi ? C'est-à-dire que, en fait, la compétence vient toujours du pouvoir, vient toujours du savoir, mais ce savoir évolue, il évolue plus vite, ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'il faut savoir. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est cette métacompétence dont je parlais tout à l'heure. Alors, en vous écoutant, Gaspard, tout à l'heure, vous avez dit tout à fait raison, pendant longtemps, on a dit « Ah, ça y est, tout le monde est son propre média ». Et c'est vrai, c'est ce qu'on a très longtemps dit. Mais finalement, un des problèmes aujourd'hui, du point de vue du partage du savoir, c'est au contraire le terrible risque d'une forme de monopole sur le savoir. Sur les réseaux sociaux, 80% des gens ne publient jamais. Ils suivent, ils sont silencieux. Il n'y a que quelques personnes qui sont... Et en fait, la concentration des gens qui publient et qui ont de l'influence, qui ont des millions de gens qui les suivent, est toujours aussi forte. Vous savez, c'est la fameuse long trend, the long tail d'Anderson. C'est une grande désillusion, là encore. En fait, Internet, il y a toujours c'est toujours les mêmes livres, quelques livres qui se vendent et de plus en plus, quelques chansons qui s'écoutent et de plus en plus. Et donc, cette concentration du pouvoir, elle est malheureusement de plus en plus forte et demain, peut-être, avec l'IA générative, encore plus forte. Vous savez, l'IA générative va peut-être nous faire sortir de l'ère des moteurs de recherche. Jusque-là, vous cherchez une information, vous tapiez la question, vous aviez 5000 effectivement résultats. Et vous connaissez la fameuse blague dans la Silicon Valley. Quel est le meilleur endroit pour enterrer un corps ? Réponse, la deuxième page des résultats de Google. Personne n'y va jamais. Hein ? Eh bien, demain, ChatGPT va vous donner une réponse argumentée, construite, complète, synthétisée dans un français encore meilleur que celui que vous n'aurez jamais pu produire. Et donc, celui qui va vous produire la réponse, c'est-à-dire le vendeur de l'outil, le fournisseur de l'outil, va avoir un monopole sur le vrai et le faux, sur ce qui est dissible et pas dissible, mais un monopole qui est terrifiant. Alors aujourd'hui, ChatGPT est woke, mais demain, il sera peut-être autre chose. Et sous un autre régime, en Chine par exemple, il aura d'autres sensibilités. Donc le grand risque, en fait, la grande désillusion, là encore, c'est qu'on est en train de tuer le pluralisme et que du coup, de ce monopole de savoir viendra un pouvoir extraordinaire, concentré, qui nous aura échappé. Paola, je vous voyais écouter avec intérêt ce que disait Olivier Babot. Je suis tout à fait en face. C'est peut-être que finalement, pour compléter, et c'est un peu le thème, le pouvoir s'est déplacé. Alors il s'est peut-être déplacé ici, mais il s'est déplacé globalement, il s'est déplacé au niveau de celui qui a la data et qui sait exploiter l'information.
et celui qui a, pour moi, en fait, l'exclusivité de la data. On voit bien, en fait, des mastodontes se créer autour de la data, des sociétés pas forcément rentables s'acheter à des prix défiant toute concurrence pour obtenir la data, parce que celui qui l'a et qui ensuite sait l'exploiter, finalement a la connaissance des individus. On peut même aller dans des stratégies de guerre. Je crois que la data est utilisée en Ukraine actuellement. Donc on voit bien qu'en fait, le pouvoir de la data et de celui qui a la data lui confère le pouvoir, je pense. Et le savoir, malgré tout, va rester, Charlotte, une valeur ajoutée. Comment on fait pour qu'il continue à l'être, en tout cas? Je crois que c'est ce qu'on a dit, c'est que le savoir, si on en vient à une définition juste d'information, et on reboucle en tout cas sur le sujet de la définition, le savoir n'est pas du tout de l'information, le savoir n'est pas du tout de la connaissance. Le savoir, c'est cette capacité, c'est ces connaissances auxquelles s'adjoint la perception du réel, la compréhension du réel, auxquelles s'adjoint l'éthique, auxquelles s'adjoint la créativité. Olivier parlait de faire des liens, donc c'est faire du sens, c'est donner du sens. Savoir analyser, avoir ce fameux sens critique. Et ça, et en soi, donc le savoir, bien sûr, il perdure dans sa fonction. Et le savoir au sens d'agir aussi. Et là, on parle beaucoup du pouvoir comme quelque chose de finalement assez négatif. Pouvoir, c'est aussi avoir la capacité à impacter, à changer les choses. Et en ça, il n'y a pas que le pouvoir politique, la notion de pouvoir politique est une notion négative, mais une notion de faire changer les choses et ou de s'adapter dans un monde où on se rend bien compte que c'est devant nous et cette adaptation est nécessaire et requise. Pierre Louette. Oui, non, moi je rebondirai volontiers sur ce qui vient d'être dit, et notamment en revenant sur le thème de l'éthique. Tout à l'heure, on disait, avec les réseaux, je sais pas, ou Internet, chacun peut être émetteur, chacun peut être un média. Chacun est surtout émetteur, pas forcément un média. Un média, ça a une histoire en général, même elle peut être récente, mais ça a une éthique, ça a des professionnels qui ont été formés pour ça, par des enseignants, ou par leurs pairs, d'ailleurs, plus anciens. Et donc, il y a, je pense, vraiment ce besoin, dans la surprofusion, de mettre en place des filtres, et qui soient des filtres de compétences homologués. On retrouve un thème qui est pas facile à manier justement dans la profusion des réseaux, mais qui est la certification. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la régulation. Certification. Et la certification, elle est parfois le fait de vos pairs. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple. Il a une audience considérable, en fait, beaucoup plus grande que bien des grands médias. Mais si elle continue à être grande et s'il continue à prospérer, c'est que on l'a pas trouvé en défaut, on l'a pas pris en défaut d'éthique et de manipulation de l'opinion. Donc là, les pairs ont apporté une validation. Mais il est encore plus sûr à mes yeux que cette validation soit apportée par des professionnels, une certification, et qu'on dise, voilà, il y a des gens dont le métier est d'être médiateur, intermédiaire, puis il y a des gens qui sont des émetteurs, qui concourent, qui contribuent, et c'est très bien, mais qui n'ont pas le même métier, qui n'ont pas forcément la même déontologie. Même si je sais bien qu'on peut reprocher ici ou là à tel ou tel média d'avoir manqué de déontologie, on souligne énormément les exemples, mais on les souligne d'autant plus qu'ils sont assez peu nombreux quand même. Quand on voit nos journaux, ils touchent pour le Parisien 20 millions de Français par mois, les Échos 9, 10 millions par mois, on touche des millions de gens. Et combien d'erreurs y a-t-il vraiment? Combien de fois se trompent-ils vraiment tous ces journalistes dont le métier est d'apporter une information de qualité? Pas tellement. Et d'ailleurs, ce qu'on défend le plus, c'est la marque, c'est la qualité. Donc l'éthique, la façon de faire ce métier dans des conditions renouvelées par le big data, par la profusion, par l'horizontalité, c'est ça qui reste. Par la rapidité. La rapidité, aussi. Exactement. C'est pas parce que c'est rapide qu'on ne doit pas être éthique. Moi, j'ai été PDG de l'agence France Presse. Le grand motif, c'était, en fait, en bon français, c'était get it first, but first get it right. C'était sortez l'info en premier, mais surtout sortez la bonne info, quoi. Parce que si tu sors en premier une info fausse, ça va pas durer très longtemps. Donc ça fait des années, ça remonte à 1835, là, c'est un métier, ce sont des métiers dans lesquels on peut réactiver d'anciennes règles de compétences, les mettre au goût du jour en fonction de la vitesse de la propagation et du big data, mais conserver des traditions. Je pense que ces traditions-là, professionnelles, elles ont beaucoup de vertus. Il y a savoir et croire qu'on sait, c'est différent finalement, Gaspard. Oui, j'adhère à ce que vous venez de dire, Pierre, et j'ajouterais que finalement, c'est assez paradoxal parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait avec Olivier Babot juste avant, qui était de dire finalement le peuple ne doit pas valider et ne doit pas être celui qui valide tel ou tel organe de presse ou tel émetteur dont vous parliez. Là, vous parliez d'Hugo Décrypte. En revanche, malgré tout, c'est le cas aujourd'hui, et en effet, c'est un bon exemple d'un émetteur
singulier, qui est devenu média par la force des choses, qui aujourd'hui se vit d'ailleurs comme un média avec une dizaine de collaborateurs, de journalistes qui sont d'ailleurs éligibles à la carte de presse. Donc on voit qu'il y a un monde en changement. Et je reviens peut-être sur le rôle des diffuseurs. Vous parliez, Olivier Babot, tout à l'heure, des monopoles médias. Et de dire qu'aujourd'hui, finalement, il y aurait plus de monopoles que jamais par rapport à avant, quelque part. Et là-dessus, j'entends, et je ne remets pas du tout en cause la statistique. En revanche, on ne peut pas enlever au fait qu'Internet, que ces nouvelles manières de diffuser l'information ont permis à tous les Français de région, Français à Paris, de pouvoir être émetteurs. Et donc, quelque part, ça a peut-être pas déconstruit le fait qu'il y ait aussi peu d'émetteurs d'informations. En revanche, ces émetteurs sont plus diversifiés et viennent d'ailleurs. Il y a tout un lot de défis liés à ça, mais on peut peut-être s'en féliciter. Et j'ajouterais aussi la nécessité, finalement, vous parliez d'un chat GPT un peu woke, on peut ajouter à ça, et en opposition, un TikTok peut-être un peu trop au service du soft power chinois. Et l'inverse est vrai chez les Américains. Quelque part, ça nous demande aussi à nous, Français, Européens, un travail d'introspection sur quelle est la plateforme qu'on souhaite, quelles sont les valeurs en tant que média, certainement un meilleur pluralisme politique, une plus grande représentativité des opinions. Et c'est un vrai travail d'introspection qui doit être fait peut-être à l'échelle des institutions et aussi des organismes privés. Il nous reste 4 minutes 28. Moi, je voudrais faire un dernier tour de table avec vous. Compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, avec cette question de départ qui était savoir ses pouvoirs, à quoi va ressembler le pouvoir demain? Ce sera quoi le pouvoir pour vous, Pierre? Merci. Un pouvoir, en tout cas, d'abord il y a celui qu'on ne souhaite pas, c'est Olivier Babot l'a mentionné, il ne faut pas qu'on retrouve une forme d'oligarchie. C'est-à-dire, oligarchie, c'est-à-dire un tout petit nombre de gens qui sont vus, regardés, tous les autres étant passifs, ça ne serait pas bon, alors même qu'on a un outil qui permet la propagation et le partage. Donc un pouvoir plus partagé, et c'est vrai aussi dans bien des entreprises dans ce pays, on le sait, il faut que ce soit partagé, il faut qu'il y ait un courant qui monte, il faut une forme un pouvoir qui repose aussi un peu plus sur le charisme que sur l'autorité pure et dure, parce que voilà, c'est comme ça, les choses ont changé, le décréter ne suffit pas, alors ça pose des problèmes au pouvoir de l'État, mais l'État peut-être a-t-il trop légiféré, trop décrété, un pouvoir qui sait se faire rare et concentré sur là où il est le plus efficace. Tout ça, à mon avis, ça décrit un peu la façon d'intervenir. Il ne faut pas non plus négliger ce que j'ai mentionné sur l'éducation. Il faut, je pense, aussi apprendre de plus en plus à nos enfants, à nos concitoyens, à vivre avec ce pouvoir, à ne pas tout attendre de lui et tout refuser de lui. C'est cette façon qu'on a de dire il faudrait un pouvoir tutélaire, bienveillant, qui apporte l'ensemble des bienfaits qu'on puisse attendre, et en même temps, c'est insupportable, il y a trop de pouvoir. Il faut apprendre ça. Je pense que au fond, moi, ma conclusion, mais d'ailleurs, c'est un peu tous les matins et tous les soirs la même, c'est qu'il faut élever son niveau de jeu. Il faut essayer d'être un peu meilleur demain qu'on a démarré la journée, parce que sinon, on aura du mal dans un monde qui va très vite. Pour vous, Charlotte, pouvoir ou le pouvoir demain va ressembler à quoi? Je crois que c'est vraiment le pouvoir d'agir, le pouvoir d'impacter, de s'adapter. Là, on le voit, c'est une absolue nécessité, et c'est le rôle qu'on a aujourd'hui, et c'est notre mission de former au savoir, mais pour pouvoir agir, pour avoir un impact. Et je crois que les entreprises et les mutations qu'on vit nous montrent cette nécessité. Donc, c'est la notion de pouvoir probablement pour l'action et au service d'un collectif. Et on le voit bien, la quête de sens et les nouvelles générations, on est très grandement impacté par ça, à la fois dans les entreprises, on le voit, mais aussi bien sûr nous, dans la manière dont on doit enseigner, dont on doit faire évoluer notre manière d'enseigner aux jeunes. Et donc le pouvoir d'agir avec sens dans notre société. Pouvoir pour pouvoir agir, ça vous convient aussi, Olivier Babot? Le futur du pouvoir, c'est permettre à chacun de continuer à occuper une place active dans la société. Et dans une société toujours plus technologique, le pouvoir est lié à notre rapport à la techno. Eh bien, notre rapport à la techno, depuis le début de l'humanité, il est ambivalent. La technologie nous augmente et nous atrophie en même temps. Elle nous diminue et nous rend plus forts.
Et qu'est-ce qui va faire la différence entre le côté plus ou moins, le fait qu'elle nous augmente ou nous diminue? Eh bien, là, parlons d'être ringard si ce n'est réac, mais c'est la capacité à l'effort. Et de plus en plus au XXIe siècle, dans un siècle de machines, ce qui fera la différence entre celui qui va pouvoir utiliser la machine pour acquérir du savoir, acquérir des compétences, les mettre à jour, continuer à être utile socialement et donc heureux, eh bien, c'est cette capacité justement à faire l'effort d'être complémentaire de la machine et d'être au-devant d'elle d'une autre façon. Paola, pouvoir, demain, ça ressemble à quoi chez vous? Alors, je pense qu'au sens de l'entreprise, c'est le pouvoir de s'adapter, ça a été dit. C'est de se remettre en question parce que les modèles changent et plus rien n'est gravé et ça change de plus en plus vite. Donc la remise en question, c'est le deuxième, pour moi, le deuxième leitmotiv est essentiel. Celui qui sait se remettre en question d'entreprise, celui qui sait s'adapter, va aller plus vite, il va savoir anticiper. Et puis après, je dirais que c'est le pouvoir du collectif. Parce que je pense que c'est être capable de fédérer, de rassembler. Ça marche en entreprise, mais ça marche aussi, et sûrement certainement en politique. Je pense que c'est ça qui va demain créer les voies de passage. Et il y a une forme de pouvoir, je dirais, bienveillant. On a parlé de sens, mais je dirais le pouvoir de finalement activer la transformation et les transformations nécessaires. On a plein de défis, plein d'enjeux, que ce soit environnemental, social et autres. Et donc, effectivement, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui va être capable de transformer les choses et d'agir. Gaspard, quelle est votre définition? Le pouvoir de demain? Pour moi, pouvoir, ça rime avec une forme de responsabilité, avec avec le terme de responsabilité. Et que ce soit à l'échelle citoyenne, aujourd'hui on est tous émetteurs et on l'a rappelé, se poser la question au moment de diffuser une information, il y a une forme de responsabilité, on a le pouvoir de le faire mais il y a la responsabilité d'eux. La responsabilité, pouvoir, c'est aussi dans les droits que nous avons, le droit de vote, mais il y a aussi le devoir derrière de s'informer et bien s'informer, et pouvoir rime aussi avec responsabilité pour les pouvoirs publics, avoir le courage de légiférer, avoir le courage d'aller au bout et de mener des actions ambitieuses, et ça va de pair aussi avec les entreprises, une vraie responsabilité et se montrer digne de ce pouvoir. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous pour ce sujet de dissertation ô combien compliqué. Merci de nous avoir éclairés.